It's raining douille. C'est un psychopathe. Oh oui. Vous raclez délicatement le dos de votre petite grenouille. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier. Ah ah. Ouais, je flex un peu. Ça fait toujours plaisir. Bonjour, bonsoir à tous. Ah, ah, c'est Adrien du French Grenier. Et aujourd'hui, on attaque le dernier. Le K11, mesdemoiselles, c'est le dernier qu'on n'avait encore pas fait parmi les Schmitt-Rubin les plus communs. Produits dès 1913, les K11 et G11, le G11 on l'a déjà vu, seront introduits progressivement de 1914 à 1915 et remplacent le fusil 1889-1900, dont je vous ai pas encore parlé et dont a priori je vous parlerai pas autre part qu'ici. Donc pour ceux qui voulaient absolument des infos sur celui-ci, restez, c'est important. À partir de 1914-1915, disais-je, les carabiniers de l'élite et de la Landwehr, me demandez pas ce que c'est que l'élite et la Landwehr. Enfin, si, la Landwehr, je me doute, mais l'élite, je sais pas ce que c'est. Les Suisses en commentaire nous éclaireront. Vont avoir accès à cette nouvelle carabine modèle 1911. L'infanterie du Landsturm va l'avoir dès 1934. Eux, ils sont méchamment à la bourre. D'une longueur de canon de 78 cm pour une longueur totale de 1,31 m, le K11 est également le plus court de la bande. De la bande des communs, s'entend. Évidemment, par rapport à une carabine 1905, c'est un poil plus long. Mais peu importe, nous n'en parlons pas encore de la 1905. D'un poids total de 4,5 kg, ce qui en fait quand même un bébé assez important, surtout pour une carabine, il dispose d'une hausse qui est graduée de 300 à 2000 mètres, ce qui est très optimiste. Même pour des Suisses et même pour une arme en 7.5. C'est quand même très optimiste 2000, mais bon, allez, soyons fous, hein, ils font du 300 sur base régulière en organe de visée mécanique, pourquoi pas, hein, ils sont de façon évidente meilleurs que nous. Doté du tout nouveau calibre 7.5 par 55 suisse, car avant c'était le 7.5 par 53.5, n'est-ce pas? Eh bien, il avait un coût de fabrication de 300 francs suisses. Ce qui, à l'époque, devait représenter beaucoup. Surtout si on convertit en francs français, à mon avis. On va tout de suite tirer un petit peu avec cette bestiole. Et puis, ma foi, après, je vous parlerai un petit peu de son histoire. Parce qu'il y a des trucs marrants. Alors aujourd'hui, ce sera cet exemplaire-là qui tirera, et non pas... Attendez voir, c'est lequel? C'est celui-là. Et non pas celui-ci qui est mon autre, un de mes autres exemplaires, qui est... déjà qui a une bretelle tellement neuve qu'elle est à peine assouplie, qui est à l'état quasi neuf, donc j'évite de trop tirer avec.
c'est un peu de la superstition, mais bon, peu importe, on va dire que celui-là, il tire pas, voilà, ça c'est mon premier, il est beau, je l'aime. Quant au deuxième, bah, c'est pas que je l'aime pas, mais il tire plus. Voilà, ça c'est mon exemplaire de tir. Le flex. Alors, de la munition. Voilà, c'est bon. Oula. Qu'est-ce donc que ceci? Voilà. Ah, c'est mieux, je vois. J'ai inventé le cache-œil, mais pour l'œil qui vise. Alors donc, hop là, voilà. Donc doté d'un chargeur 2.6, on en reparlera abondamment de ce chargeur, car il n'est pas censé subir ce que je lui fais actuellement subir, c'est-à-dire être sorti et approvisionné comme ça. Je vous expliquerai après pourquoi. Qu'est-ce que je vais vous expliquer comme chose aujourd'hui? C'est dingue. Combien je m'en suis mis? 5. Parfait. Hop là. Donc mouvement linéaire, hein, bien entendu. C'est formidable. Alors oui, une autre raison pour laquelle celui-ci c'est mon exemplaire de tir, c'est qu'il n'a pas de bretelles, c'est beaucoup plus pratique. Alors... Bon. Ça éjecte tellement haut, j'ai le temps de reprendre ma visée avant que la douille ne tombe. C'est super chouette. C'est vraiment fluide. C'est une arme qui réagit très très bien au choc, au départ de coup, quoi, hein, tout bonnement. Je me suis posé la question pendant juste un instant, est-ce que je suis vide? Je ne peux qu'être au courant de toute façon, puisque le chargeur, une fois qu'il est vide, eh bien, a un petit arrêtoir de culasse, ce qui vous empêche de le refermer. La raison pour ça, c'est simple. On m'a posé la question très récemment d'ailleurs par mail. Ça m'a étonné, mais oui, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas encore compris, quand bien même ils aient touché beaucoup d'armes de ce genre-là. Ils prennent ça pour un défaut, en fait, pas du tout. Il y a une grande majorité d'armées, dont l'armée allemande, et l'armée française également d'ailleurs. Alors, l'armée française un tout petit peu plus tard, puisque avant le MAS 36, on n'a été équipé d'aucune arme qui soit capable de faire ça. Donc, il y a beaucoup d'armées qui partaient d'un principe simple, c'est que dans la cohue du combat, eh ben, le soldat n'a pas le temps forcément, ni la présence d'esprit, de vérifier combien de coups il lui reste. On dirait moi, sauf que lui, il est réellement stressé. Et donc, eh ben, quand il est vide, c'est facile, il peut pas refermer. Et donc, il est forcément au courant qu'il est à court. Voilà. Parce que si par malheur, il referme sur une chambre vide et qu'au moment crucial, écoutez, pour les Suisses, c'est un petit peu compliqué, mais mettons qu'ils gardent la frontière suisse contre je ne sais quel individu de nationalité germanique, et que subitement, au moment crucial, eh ben, clic, grand moment de solitude. Enfin, grand moment de solitude suivi d'un grand bang et d'une 8,57 qui traverse l'os de notre soldat suisse. Dieu merci, ils ne sont jamais jusque-là, mais bon. On en reparlera aussi de la neutralité suisse, tiens. Voilà. Décidément, qu'est-ce qu'on va voir de trucs pendant cette vidéo? Trop cool. Alors, je vous disais tout à l'heure que on n'était pas censé retirer le chargeur grâce à ce petit arrêtoir là monté sur ressort, qui n'est pas toujours très pratique à choper. D'ailleurs, je remarque que celui-là est super crade. Bon, voilà. On n'est pas censé donc faire ça. D'ailleurs, vous remarquerez que la planchette peut très largement bouger, mais Dieu merci, elle est arrêtée par le ressort qui l'empêche de sortir complètement. Ça, c'est un autre problème. On n'est pas censé faire ça, pour une simple raison. On est censé approvisionner grâce à ces grands clips de carton vêtus, dont on reparlera un petit peu, qui ont donc une base en fer blanc ou en aluminium, je ne sais pas exactement, et un corps en carton, et qui contiennent 6 munitions. À l'époque du 1889, qui avait un chargeur magasin, on en a déjà parlé de pourquoi c'est un chargeur magasin et pas un chargeur, il en contenait 12, et donc tout simplement, on chargeait 2 lames à la fois, dans chaque chargeur magasin, que nous allons désormais réappeler chargeur par praticité, mais vous savez désormais, vous êtes des gens cultivés. Et en l'occurrence, eh ben, pour les 96, 11, G11, K11 et K31, eh ben on fait tout simplement comme ça. Hop.
On le colle dans la fenêtre d'éjection. Hop là. Voilà. Et notre chargeur est parfaitement approvisionné. Mais alors pourquoi, me direz-vous? Pourquoi ces diables de Suisse, comme une grande majorité d'armées de l'époque d'ailleurs, ont décidé d'approvisionner leurs soldats en munitions grâce à des clips ou des lames chargeurs, et non pas grâce à des chargeurs? Après tout, de nos jours, c'est ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'ils leur filent pas tout simplement plusieurs chargeurs? On fait boum 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 pan pan pan, clic clic clic, bon bah d'accord, j'enlève le chargeur, je gicle le chargeur, très loin de préférence, je remets un chargeur et boum boum boum, clic clic clic. Boum boum. Ça paraît logique. Ouais, sauf qu'il faut pas oublier que les chargeurs en plastoc merdique en injection qui valent, à peu près 4,50 € à l'achat, c'est moderne hein, ça comme concept. Bah oui, mais French Grenier, le chargeur il est amovible, c'est quand même pas pour rien. Mais ferme ta bouche. Je viens de dire que j'allais t'expliquer. Spectateur impatient. Déjà, le poids. Un chargeur, ça contient 6 munitions. Et avec ces 6 munitions, ça pèse 290 grammes. Un clip, ça en contient tout autant. 6 munitions également. Mais ça pèse 100 grammes de moins. 190 grammes. Ensuite, le volume. Dans ces superbes petites sacoches de cuir tout à fait étincelantes, à tel point d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fabricants de montres qui se servent des cuirs suisses pour faire des bracelets. Vous imaginez pas le nombre de commandes que j'ai eu à ce niveau-là. Donc ces petites pochettes, comme je disais, en général les soldats en trimballent un groupe de 2 de chaque côté. Eh bien, dans ces petites pochettes, je ne peux mettre, voilà, qu'un seul chargeur. J'ai pas la place d'en mettre 2. Ce qui fait que d'ailleurs, il flotte. Alors que dans les mêmes pochettes, je peux coller 2 clips. Alors je suis désolé, là j'en ai qu'un. Je sais que j'en ai de ces putains de clips, mais je sais plus où. Bon bref, on peut en coller 2 dans chaque pochette. Ça prend moins de place. Pour le même nombre de coups. Ensuite, la complexité. Plier du carton, c'est pas très compliqué. Ça peut même être un petit peu approximatif, ma foi. On lui demande pas une précision formidable. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'adapte sur le puits d'alimentation et que il lâche les cartouches quand on veut, quoi. Il y a plus dur. Plier de l'acier, en revanche, c'est nettement moins simple. Ton chargeur, là, il faut qu'il soit fait sur des cotes extrêmement précises. En plus, il faut qu'il alimente à un angle extrêmement bien défini, parce que sinon ton truc, bah il va pas marcher. C'est même pas qu'il va pas marcher longtemps, c'est qu'il va pas marcher du tout. Et enfin, le pognon, les gars. Bah ouais, hein, c'est pas parce qu'on récupère l'or des nazis qu'on a forcément envie de le dépenser non plus. Hein. Ces clips carton là, ça vaut que dalle. On peut en perdre quelques-uns, on peut les dégrader, même de multiples fois. On n'a pas trop de risque de se faire engueuler, et ça va pas porter très très lourd sur l'effort de guerre. En revanche, va perdre un chargeur. Vu ce que ça coûte en temps, en argent, en machine et en ouvrier, là tu vas te retrouver coulé dans le fromage fondu en moins de temps qu'il en faut pour dire Schweizerdeutsch. Allez, retirons un petit peu. Là, dans l'armée suisse, je viens de me faire fusiller. Donc vous voyez, hein, c'est facile, juste on le met. Hop, on le met dedans. Et par gravité, ça tient. Et on appuie. Et vous voyez, je peux même le faire comme un teubé, ça marche. Hein. Ces diables de Suisse, que sont-ils ingénieux? Je vais me reculer un petit peu. Bon. Je vais me faire un coup à gauche, même si les Suisses ne sont pas nécessairement réputés être à gauche. Je sais même pas ce qu'ils ont comme parti politique. À gauche, c'est sûr, c'est moins... C'est moins stable. Ça glisse un petit peu, c'est...
c'est moins stable. Ça glisse un petit peu. Cette plaque de couche métallique, faut admettre, surtout sur un t-shirt, bon, ça glissouille. Comme en plus je viens de lui mettre à peu près 2 tonnes d'huile, ça aide pas. Alors je vous disais en début de vidéo qu'on allait parler un petit peu du 1900. Intéressant, n'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé du 9611, il a eu un épisode à lui. On prend un 89, on l'améliore en 96, 1896, rarissime, introuvable en fait. Et puis pas de bol, 15 ans plus tard, ce qui est relativement court en temps suisse, hein, c'est à peine de quoi finir son nouveau Maltine, et pas de bol, on invente le système 1911. Donc vite, on prend le 96, on le met au standard 1911 et ça devient le 9611. Et figurez-vous qu'ils ont fait pareil avec le fusil court modèle 1900. Quasi totalement inconnu et extrêmement rare. Un peu plus de 26 000 de ces derniers ont été modifiés au standard 11 entre 1913 et 1920, si je me trompe pas. Et ça a donné les 0011, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au K11. Ou plutôt, qui sont des K11, littéralement. À 2-3 détails près. Déjà, les fusils courts modèle 1900 avaient des numéros de série très bas, puisqu'il en a été fait, comme je vous l'ai dit, très peu. Un petit peu plus de 26 630 quelque chose, je crois. Et figurez-vous que les 0011, contrairement aux 0511, qui eux étaient extrapolés de la carabine modèle 05, 1905, eux, ils ont gardé leur numéro de série d'origine, ce qui fait qu'en général, ce sont des tout petits numéros de série. Et le deuxième détail, c'est un petit creux. Quand vous enlevez le chargeur, vous remarquez à l'arrière un petit creux dans le métal, qui n'existe pas sur le K11. Et pour vous montrer ça, bim bam boum, voici un 0011. Le 0011, à part qu'il y a une toile d'araignée dedans, tout au fond là, je vais vous mettre une photo parce que là tout de suite il y a zéro chance que vous voyez quoi que ce soit, au fond, il y a ce petit creux en forme de tunnel. Et c'est à ça que vous reconnaissez les 0011. Prenez vos K11, enlevez le chargeur, vérifiez. Vous pourriez peut-être avoir une bonne surprise, ça vaut pas la même chose. Hein. Bon voilà, je vous le montre, mais globalement, c'est un K11 quoi. Donc je ne vais pas non plus tirer avec parce que ça changera strictement rien, littéralement. Allez, refaisons-nous encore un peu de tir. Pareil, Hein? Ah non, c'est le chargeur du 0011. Ça. Ah, con d'imbécile bête. Et stupide. Tac. Alors bien entendu, pour ceux qui n'ont pas de lame chargeur comme celle que je vous ai présentée, vous pouvez le faire à la main. Hein. ça marche tout à fait. Ils n'ont pas de petits cuts, de petits espaces aménagés pour le pouce pour qu'on puisse enfoncer, comme le sont par exemple, aménager les Mother en général, mais malgré tout, ça se fait très bien. J'ignore si cette phrase était extrêmement limpide. Alors, voyons donc ce que nous pouvons faire. Alors, ce qu'on va faire, ma foi, je vais me mettre en sécurité en tournant le fameux anneau de percuteur, et on va faire un mettons. J'aime les mettons. Alors, mettons, je suis un soldat suisse. Tiens donc, poussons le réalisme jusqu'au bout. Je suis un soldat suisse. Je suis sur la frontière avec un pays, peu importe lequel. Et soudainement, un envahisseur qui veut me déposséder de mon emmental. Ah, tu vas décéder, Germaine personne. Et je vois plus rien. Et comment il faisait, bordel? Ils avaient pas de casque. Ça aidait, probablement.
Voilà, je suppose que la Germaine personne est décédée. Hein? Non, celui-là il reste là. En fait, j'avais oublié qu'il fallait que je mette un casque. Bouchon d'oreille pas suffisant avec ça. Oui, c'est le fameux uniforme que je vous fais passer pour un uniforme allemand dans les génériques des Motherland, oui. Voilà. J'aime beaucoup ce casque, il est beau. Je vois plus rien, mais il est beau. Bon, allez, je vous ai fait patienter suffisamment longtemps. On va désormais parler du truc pour lequel une majorité d'entre vous a cliqué, hormis évidemment les 200 premiers de chaque épisode qui sont là juste parce qu'ils m'aiment bien. Ça me fait de la peine de vous le dire, mais le K11 est moins précis que le K31. Bah oui, c'est évident. Je le tiens de Gérard, qui le tient de sa sœur, qui a une cousine qui bosse dans une charcuterie à côté de la Waffenfabrik Berne. Les essais menés sous le contrôle du Parlement suisse montrent qu'en effet, le K31 est intrinsèquement un poil plus précis que le G11, lui-même considéré comme le plus précis de toute la lignée, donc par définition également un petit peu plus que le K11. Par rapport au K11, le K31 a effectivement un canon un poil plus long, qui lui permet donc d'exploiter au mieux la GP11, la munition, la 7,5x55 suisse. Pour le reste, c'est de la grosse couille en bâton, cette histoire. Le coût du régime vibratoire. Pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et de toute manière, les deux ne sont pas comparables. Déjà parce que le K11 et le K31 n'ont pas les mêmes pas de rayure, pour la simple raison que tous les K11 n'ont pas le même pas de rayure. À partir du K11 numéro 365 000, les K11 et les K31 ont effectivement le même pas de rayure, 270 mm. En revanche, avant le K11 numéro 365 000, eh ben, c'est pas le cas. C'est du 220 mm. Ensuite, pour comparer K11 et K31 actuellement, il faudrait avoir deux exemplaires rigoureusement identiques au niveau jauge, état interne et état externe. Autant dire mission impossible. Et enfin, quand vous regardez tous ceux qui ouvrent leur grande gueule, lesquels ont un niveau suffisant pour réellement voir les différences? Aucun. Ni vous, ni eux, ni moi. Ça n'est que psychologique. Le K31 est à la mode pour plusieurs raisons. La première, c'est son aptitude à être monté d'origine avec un dioptre. Ce qui aide la population majoritaire dans les compétitions tard, c'est-à-dire les croulants oculaires, les vieux débris, en gros. La deuxième, c'est que contrairement aux autres, le 89, le 96-11, le G11 et le K11, eh ben, le déstockage des K31 des arsenaux suisses a été massif. Rajoutez à ça que grâce au rechambrage en 3284 des Schmidt-Rubin, ils sont devenus très populaires très rapidement en France, parce que très accessibles et à bas coût. En somme, les tireurs compétition, tous ceux qu'on voyait là dans les années 80 sur les pas tard, eh ben on les voyait là avec leur K31 parce que leur K31 était accessible et ergonomique, pas parce qu'ils étaient plus précis. En somme, achetez seulement des K11. Ça vous ira tout aussi bien, c'est une vraie culache Schmidt et en plus c'est moins cher. Avant de continuer de râler, tirons un petit peu. Tiens, bah voyez, là justement j'étais en train d'approvisionner mon Schmidt et j'ai fait une erreur, j'ai mis la munition un peu trop en arrière, ce qui fait que sa gorge est prise dans le rebord du chargeur. Voilà à quoi ça sert, de pouvoir retirer le chargeur, régler les problèmes. Tiens, on va se faire un petit exercice. Changement d'épaule. Ça, c'est un truc qu'on fait souvent avec les armes modernes, mais avec les armes anciennes, faut admettre, on le fait pas. Donc je fais un coup à droite, un coup à gauche, 2 fois de suite, et on essaie de cadencer un peu le bordel. Alors, on va peut-être même se chronométrer, tiens, pour voir. Je vois rien. Il tirait un peu au pif. Ah bah non, je suis vide.
Alors, voyez, chers amis, ceux qui apprécient mon honnêteté et ma transparence, je peux d'office leur dire que ce que je viens de faire, c'est de la grosse merde. Les 2 premiers coups étaient pas trop mal. Les 2 suivants, c'était de la grosse merde. J'ai lâché le 3e comme un caca. Et le second, je l'ai tiré complètement au pif, je voyais rien. Mais c'est aussi à ça que ça sert, figurez-vous, les exercices. Se planter. Ouais. C'est très très bien de se planter. Plantez-vous plus souvent. Ça vous apprend plein de choses. Alors, un autre truc qui me fait râler. Je vais essayer de le dire sans gueuler, sans être grossier et sans être un trou du cul condescendant. Cessez d'exiger. Déjà, cessez d'exiger, de manière générale. Cessez d'exiger une épreuve systématique et un état de tir systématique pour les armes anciennes. Je sais qu'il y a parmi vous de nombreux débutants, et parmi eux, encore des gens qui n'ont pas acheté d'armes. Je vais essayer de leur donner tout de suite de bons réflexes, et pour les autres, je vais tenter de tordre une habitude que vous avez visiblement pris de Amazon ou de la Redoute, et qui n'est pas adaptée, en l'occurrence, à notre monde. Le monde des armes anciennes, j'entends. Gardons comme exemple les Schmitt-Revin. Les 1889, 1896, 1896-11, Gewehr 11 et Carabiner 11, parce que oui, K ça veut dire carabineur, hein, et G ça veut dire Gewehr. Tout cela ont des chambres subtilement différentes de celles du K31. Ce qui fait qu'ils ne sont plus admissibles à l'épreuve du banc d'épreuves national de Saint-Étienne depuis déjà pas mal de temps. Saint-Étienne ne le fait tout simplement plus. On peut les supplier autant qu'on veut, hein. Et vous pouvez leur expédier des armes directement parce que vous n'avez pas confiance en nous, autant que vous voulez. Ils ne le feront pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les munitions qu'il faut. Ou plus exactement, ils les ont plus. Ils ont eu un stock pendant très longtemps. C'est terminé. Et bien entendu, on parle de la 7.5 par 55, mais c'est valable dans plein d'autres cas, hein. Il y a plein d'autres munitions où le banc d'épreuves de Saint-Étienne ne fait plus les épreuves. Dans le même fagot, on va prendre, histoire d'éliminer directement le débat, les certificats de classement du banc d'épreuves de Saint-Étienne. Ça n'est pas la peine d'en exiger à chaque vente d'armes anciennes. En dehors du fait qu'ils n'ont aucune valeur juridique et que ça n'empêchera en rien que vos armes soient surclassées par une future législation et que vous ne pourrez pas vous y opposer en brandissant votre petit certificat de Saint-Étienne, eh bien, ces certificats ne sont obligatoires que pour les imports hors UE, c'est-à-dire d'armes anciennes venant d'en dehors de l'Union européenne. Pour les armes qui sont présentes sur le territoire français depuis longtemps ou pour les armes qui sont importées intra-UE, ils ne sont pas obligatoires. Vous achetez des armes anciennes. Et comme pour toutes les armes anciennes, eh ben non. L'armurier n'a pas à vous fournir un truc parfait pour le tir. Je prends mon cas uniquement. Aucune de mes armes anciennes n'est prévue pour le tir. Aucune. Vous voulez tirer avec ? Aucun problème. Elle est mécaniquement apte. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ça n'est pas mon problème. C'est le vôtre. Vous voulez un truc parfait pour le tir où l'armurier pourra vous dire « oui, c'est parfait pour le tir » ? Achetez un truc neuf. Ils sont faits pour. Sinon, si vous voulez absolument une arme ancienne, assumez. Et arrêtez de nous péter les couilles comme des enfants capricieux. Zut, j'avais dit que je ne serais pas vulgaire. Raté. Ouais, c'est un peu vindicatif ce que je dis, je suis désolé, mais sincèrement, depuis 1 an ou 2, on a une nouvelle génération d'acheteurs que je ne peux plus supporter. Vraiment. On n'est pas Amazon. Alors j'en profite d'être dans ce superbe uniforme et dans ce casque désormais accroché, ça va beaucoup mieux, pour faire un rapide topo sur les baïonnettes du K11. Il peut théoriquement en avoir 3. Primo, la 1918. C'est celle du K31, mais ce sera aussi la sienne à partir de 1918. Pratique. Ceci étant dit, je n'ai pas de 1918. Je me suis rendu compte que ce que je prenais pour une 1918 dans ma collection perso, en fait c'est une 89 premier type. J'ai 3 1889 premier type et je ne sais pas d'où je les sors. Oui, je flex, oui, je sais. En même temps, c'est facile de flexer quand t'es armurier à côté de la frontière. Plus intéressant que la 1918, attachons-nous au cas de 2 baïonnettes qui lui ont servi. Secondo donc, soyons un petit peu malhonnêtes. 2 petites secondes. Ressortons le 0011. Ce petit coquin de 0011 était à la base un fusil court modèle 1900. Devinez donc quelle était la baïonnette du fusil court 1900, et que je vais donc lui mettre, parce qu'après tout,
Il l'a connue. Eh bien, c'est celle-là. C'est la baïonnette de cycliste, modèle 1900. Elle est drôle, cette baïonnette. C'est un peu un ovni. Dans un fourreau qui, à la base, était en cuir, mais qui a aussi eu un deuxième type en acier, c'est celui-ci. Avec son éventuel porte-fourreau, mais je vous expliquerai après que... non, théoriquement, c'est pas celui-là. Mais bon, moi, j'ai mis celui-là parce que j'ai pas l'autre. Eh bien, c'est une lame cruciforme, tout ce qui est de plus bête. Une petite garde qui a été enfoncée en force. Et une poignée qui n'est pas une poignée fonctionnelle, puisque déjà elle est pas si courte que ça, mais quand même. Mais surtout, bon, c'est encore un bout de lame, quoi. C'est chelou quand même, non? Un bout de lame. D'autant que, si on regarde bien, juste ici, eh bien, il y a une brasure, et de l'autre côté, la même. Parce que le pommeau a été rapporté. Le pommeau a été en réalité brasé sur une lame, ce qui est vraiment pas normal. C'est tout simplement parce que les baïonnettes cyclistes modèle 1900 sont en réalité fabriquées à partir de lames de baïonnettes Peabody et Vetterli, mises au rebut. Et donc, on a pris ces fameuses lames, on les a coupées juste avant la douille, et on a brasé un petit pommeau dessus. Et les baïonnettes de cyclistes modèle 1900, comme leur nom l'indique, ont été distribuées aux cyclistes militaires. Mais également aux servantes mitrailleuses, qui avaient tous besoin d'une arme courte et bon, d'une baïonnette plus ou moins utile, plus ou moins symbolique. Rangeons cette petite cycliste dans son fourreau, ce qui va me permettre de vous expliquer une chose, ça n'est pas son porte-fourreau. Théoriquement, le vrai porte-fourreau de la baïonnette cycliste modèle 1900, c'est un porte-fourreau combiné avec le glaive modèle 1878. Et putain, j'en ai jamais vu. Il paraît que c'est rare, et il paraît que c'est cher, même en Suisse. Ce fameux glaive 1878, c'est lui! Et c'est le glaive de la violence, ce truc. J'adore. Avec des grosses dents de scie bien barbares. C'est blac, 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 blac. Là, c'est... ouais. Enfin, non, c'est plutôt zzz, 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 zzz. Mais bon, ça peut aussi faire black black. Et justement, puisqu'on parle de dents de scie, la deuxième baïonnette qui se monte sur le K11, c'est elle. Elle est méchant mastoc, hein, vous allez me dire. Attendez de voir. Et aussi, elle a des dents de scie. Putain, ils sont décidément bien violents pour des gens qui sont neutres. Les baïonnettes de pionnier, modèle 1906 et 1914. La seule différence entre la 1906 que personne connaît et la 1914 que beaucoup plus de monde connaît, c'est que la 1914 a une poignée un peu plus trapue, alors que la 1906 a une poignée un peu plus fine. Les 1906 sont en fait des modèles de transition qui sont très rares et très recherchés par les amateurs. Mais alors, si vous avez suivi un petit peu, vous allez me faire une remarque très intelligente. Je vous connais. Bon, vous savez dire des trucs très cons aussi, mais de temps en temps, vous dites des trucs intelligents. Les lames à dents de scie, et les lames cruciformes, comme la cycliste, et les lames triangulaires, sont toutes interdites par la Convention de Genève. Intriguant. Les conventions de Genève, dont la première date de 1864, édictent que ces fameuses lames triangulaires, quadrangulaires, en réalité en section en étoile, et à dents de scie, sont interdites, eu égard à l'inhumanité que représentent ces armes qui provoquent des blessures qui ne cicatrisent pas ou cicatrisent très mal. Intriguant. Mais alors, comment se fait-ce que la Suisse, pays neutre, pays de paix, viole les conventions de Genève, signées et dictées dans leur propre pays, putain? Pour une raison de faux cul, en 1816 était dictée la neutralité perpétuelle de la Suisse. Donc c'est un pays qui ne sera jamais en guerre. Donc comme elle sera jamais en guerre, bon, on peut faire des armes de guerre qui sont interdites par la Convention de Genève, on s'en fout. Elles seront jamais utilisées. Quelle bande de fauchetons, c'est formidable quand même. Et puisqu'on est là, faisons un tir à Baba Yonnette. Voilà. Je monte ma putain de baïonnette pionnier dessus et bordel d'un coup.
Ah, j'ai l'impression d'être dans Warhammer 40 000 avec les fusils tronçonneuses, là. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais si j'y arrive... Enfin, si la Suisse m'étrangle pas avant... Ah, putain, au secours. Je suis coincé. Putain. Laisse-moi sortir, salopé de casque. Ah, putain. Allez. Ah, mais merde, attends. Vous noterez que la Suisse m'en veut, elle a essayé de me tuer. Je retire donc, très temporairement, ce casque pour pouvoir, tirer à baïonnette. Allez, 2 petites munitions. Et on va voir si, comme souvent avec les baïonnettes, ça change le point d'impact ou pas. Allons-y. Je me recule un petit peu parce que sinon, c'est vrai que vous voyez rien. Pas à dire, ça envoie un peu de bois, quand même, le Schmitt. Enfin, le Schmitt Rubin, pas ce Schmitt-là. Alors, c'est sympa, vraiment. Alors, si ce n'est qu'on sent vraiment la baïonnette bouger. On sent qu'elle a un régime vibratoire à elle. Et si par hasard quelqu'un se posait la question, non, on ne déconne pas la baïonnette à chaque fois qu'on tire avec, ça va sans dire, non, elle va bien. Elle est toujours en très très bon état, tout va pour le mieux. Je ne la rentre pas complètement, je lui passerai un petit coup de chiffon, parce qu'elle a quand même mangé un paquet de poudre dans la tronche. Allez, retour à la vie civile. Je sais même plus d'où je tiens cette veste suisse, je crois que je l'ai chopée à l'époque dans la tour du pain. C'est dire. Ah, ça va mieux, dis donc. On bouge, c'est aéré, c'est délicieux. Un dernier petit truc et je vous fous la paix. Ces clips, justement. Pourquoi sont-ils de plusieurs couleurs? Pourquoi donc est-ce que vous êtes multicolore? L'armée suisse serait-elle LGBT? Non. La vérité est toute simple. La Suisse déteste les daltoniens. Tu chopes un clip rouge, c'est des munitions piégées, elles t'explosent à la gueule. Sélection naturelle. Mais non, bien sûr que non. Non, c'est tout simple. La couleur, ça indique juste ce qu'il y a dedans. Les clips marrons, comme celui-ci que je tiens depuis tout à l'heure, ce sont tout simplement des munitions normales, FMJ, classiques, rien dedans. Les clips rouges, ce sont des munitions de manipulation, monobloc, en laiton, totalement inertes. Les clips violets, ce sont des munitions perforantes. Les clips blancs ne sont pas des munitions à blanc. Et non. C'est marrant, je vois la connerie circuler un peu partout, mais non. En réalité, ce ne sont pas tout à fait des munitions à blanc. Ce sont des munitions à blanc, certes, mais pour lance-grenades. Les vraies munitions à blanc, elles sont dans des clips verts. Que pas mal de monde confond d'ailleurs avec les clips noirs. Il n'y a pas de clips noirs, ça n'existe pas. C'est juste des clips verts qui sont très très patinés. Attendez. 2 secondes, j'ai encore oublié quelque chose. Alors déjà, j'ai retrouvé mes lames. Voilà. Donc ça, c'est la violette. Perforante, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est la rouge. Manipulation, comme je vous l'ai dit. Et les fameuses cartouches de manipulation, je vous en avais déjà montré. C'est celle-là. Monobloc, laiton, avec 3 petites stries, là. C'est joli. Je pense que c'est les plus jolies cartouches de manipulation que je connaisse. Mais surtout, les accessoires, parlons-en 2 petites secondes. Car les accessoires, nous aimons les accessoires, n'est-ce pas, mes amis? 2 types de nécessaires de nettoyage. Alors déjà, celui qui est contenu dans cette petite pochette, quand je l'ouvre, j'ai ceci. Un tube de graisse, voilà, avec une étiquette jaune, très reconnaissable en aluminium. Fabrique fédérale d'armes à Berne. Et donc, l'étiquette est dans les 3 langues officielles de la Suisse, l'allemand, Waffenfett, le français, Graisse pour armes, et l'italien, Grasso per armi. Parce que quand on est dans la Dèche, on habite dans le Tessin et on cause italien. Ensuite, dans cette même pochette qui sera donc en usage du 89 jusqu'au 431, ça, c'est une petite curette à chambre, c'est-à-dire on le prend comme ça, on le fout dans la chambre, et puis... Et donc ça élimine la graisse, les impuretés, tout ça. Il y a une grille qui est mise par-dessus cet outil, et ça permet de gratter. Ensuite, ceci, c'est un petit miroir. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Pose-toi, je vois pas la meuf derrière. Connard. Le miroir servant donc à regarder dans la chambre. Au fond, ils sont accrochés au tissu. Un gros lot de grilles, donc qui se mettait,
qui se mettait donc sur la curette, mais également sur le cordon de nettoyage. Au bout du cordon de nettoyage, vous le voyez ici, je ne vais pas le déballer parce que ça me gonfle. Vous voyez également une grille, en plus du plomb, qui sert donc à faire tomber le fil au fond. Et donc on enroule ça autour du cordon de nettoyage. Ça, c'était le premier nécessaire de nettoyage. Le second est contenu dans cette grande pochette. Et c'est une baguette de nettoyage parmi les plus drôles que je connaisse. Alors, moi j'ai le tournevis qui va dedans. Voilà, tournevis réglementaire. Alors ça, je pense que c'est plus un tournevis pour revolver, mais bon, peu importe, il en existe de plus gros. Certains avec une croix suisse dessus, je dois en avoir, je sais pas, 10, 15. Certains avec des vis, là, avec des lames interchangeables. Bref, voilà, tournevis. Et surtout, la fameuse baguette. Donc c'est pas pratique parce que les Suisses, ils ont pas compris qu'une baguette de nettoyage, en fait, il faut que ce soit solide. Donc eux, ils ont mis une... Non, je déconne. Je déconne. Donc vous la montez comme ceci. Et au bout, vous avez un manche avec cette fameuse cordelette qui traverse l'ensemble. Vous tirez un petit peu sur la cordelette. Hop, jusqu'à pouvoir monter. Voilà. La poignée. Et au bout, la cordelette, vous voyez, le manche il est fendu, et la cordelette, vous l'enroulez dans le manche. Et voilà, schlick, 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 schlick. Et c'est pareil, cette baguette de nettoyage apparemment sera en usage du 89 jusqu'au K31. Au bout, vous avez une tête laiton, mais probablement d'autres, je suppose qu'ils en avaient d'autres, j'en ai pas la certitude, et un petit tire-chiffon qui est juste avant. Voilà. Décidément, ces Suisses sont à nul autre pareil. Et comme je suis un débile, j'avais aussi oublié les bouchons de canon. Ils se montent à crochet, il y en a deux types, un en laiton et un en aluminium. A noter que la raison pour laquelle il existe les deux, c'est tout simplement que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse était en rade de laiton. Et donc, ils ont fait de l'aluminium, le laiton étant réservé à la fabrication de douilles. En conclusion, ma foi, le K11, c'est aussi bien que le K31. Et personnellement, je dirais même, c'est meilleur. C'est moelleux, c'est souple, c'est délicieux. Et surtout, c'est fidèle à la mécanique Schmidt, la fameuse culasse Schmidt, du colonel Rudolf Schmidt, inventée pour le 1889 et modifiée au fur et à mesure des variantes, contre son gré d'ailleurs, puisqu'il partait du principe que sa culasse modèle 1889 ne pouvait pas être améliorée. Preuve que si. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus proche de la culasse modèle 1889 que ne sera celle du K31, qui en est très éloignée, et c'est normal, c'est une culasse Adolf Führer. Oui, il a dû souffrir à l'école, ce pauvre. Évidemment que non, c'était 50 ans avant. Écoutez, j'ai été extrêmement honoré, fier, et ça a été un vrai plaisir de vous montrer ce K11. C'était le dernier Acapulco sur les Schmidt-Rubin. Ça y est, on a fini la série que j'avais commencé il y a fort longtemps, il y a 3 ans. J'avais même inventé cette série sous prétexte de vouloir tirer au K31. Vrai de vrai. Les bienvenus à Acapulco, c'était juste une excuse pour pouvoir tirer au K31 et ne pas parler. Parce qu'à l'époque, je savais pas grand chose du K31 et donc j'avais pas envie de vous raconter des conneries. C'est con, hein. Ouais. C'est sûr, c'est moins glamour. Hein. Alors je vous dis, dernier épisode, à moins que je ne fasse le ZFK 55, un de ces 4. Ou le 3143. Ça, c'est hautement improbable. D'ici là, amusez-vous bien, mangez des légumes et buvez de l'eau. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs. Je vous aime. Vous êtes beaux. Ciao! La fameuse culasse. Quand est-ce que vous pâchez ces choses? Bonjour! Pourquoi j'ai pris l'accent du Père Noël? Un accent suisse, rien, l'accent romaltine. C'est tout simplement parce que les baïonnettes de cyclistes modèle 1900... Ouais. Mouchons-nous.